Madame la Présidente de la Fondation Konishi, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Président de la Maison de la Culture du Japon à Paris, Mesdames et Messieurs, chers amis. Au nom de tous les organisateurs et participants de cette table ronde, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être si nombreux aujourd'hui pour suivre ce débat intitulé « Traduire la littérature japonaise en France, hier et aujourd'hui ». L'idée de ce débat, en réalité, est née au moment où il est apparu possible de reprendre dans l'histoire du prix Konishi de la traduction littéraire un cours, j'aurais envie de dire, presque normal des choses, après 2 ans et demi de bouleversement, comme vous le savez. Nous avons ainsi eu le plaisir cet après-midi de participer à la remise de leur prix aux lauréats des 3 dernières éditions, dont vous voyez d'ailleurs les ouvrages donc, aux 4 coins de l'image que vous avez projetée. Cette 27e édition, la dernière donc, marque également la fin du mandat de l'actuel jury de ce prix. Et il nous a semblé opportun de partager avec vous notre expérience, de faire un point sur la situation de la traduction de la littérature japonaise en France et de réfléchir sur ses perspectives. Mais avant donc de passer à la table ronde, je voudrais demander à M. Suzuki Toshi, donc président de la Maison de la Culture du Japon à Paris, quelques mots. Je vous laisse donc la parole. Merci, Madame la Présidente du jury, Monsieur l'Ambassadeur, Madame la Présidente de la Fondation de Konishi pour les échanges internationaux, Mesdames et Messieurs, chers amis, je tiens à remercier chaleureusement d'être ici aujourd'hui pour participer à la table ronde inspirée par le prix Konishi de traduction littéraire. Et aussi, je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler mon hommage profond à la Fondation de Konishi qui organise ce prix prestigieux depuis 1994. Lorsque je vois la liste des anciens lauréats du passé, je trouve parmi eux quelques noms de mes anciens professeurs de français, notamment Yoshio Abe, Moriaki Watanabe, Alain Rocher, etc. Ce qui m'effraie un peu en me rappelant les jours universitaires où j'étais un étudiant lamentablement médiocre. Pourtant, donc, les professeurs dont j'ai cité tout à l'heure les noms seraient très étonnés de savoir que je suis ici aujourd'hui pour féliciter les 25e, 26e et 27e lauréats. Voilà, mais c'est la vie. Désolé à mes professeurs. Alors, il est évident que la traduction forme un atout très très important pour faire construire des ponts entre les différentes cultures. Et le rôle est d'autant plus important et qu'il ne sera pas remplacé par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, même si celle-ci se progresse beaucoup plus rapidement qu'on ne l'imagine. D'autre part, depuis pas mal de temps, on dit souvent, un peu cyniquement, que traduire, c'est trahir. Alors, pourtant, il y a une certaine chose dont je peux vous dire maintenant, c'est que le table ronde qu'on va commencer tout à l'heure ne trahira jamais votre attente. Voilà donc, en attendant impatiemment les dialogues, maintenant je cède la parole à l'ambassadeur Ihara. Merci beaucoup. Merci, M. Suzuki. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, je tiens tout d'abord à féliciter à la Fondation Konishi, surtout la présidente, Madame Konishi,
ainsi qu'aux membres du jury de ce prix et pour la remise conjointe de 25e, 26e, 27e édition du prix Konishi. Je suis aussi très heureux ce soir d'être invité à cette table ronde consacrée à la traduction de la littérature japonaise en France. Les excellentes relations qui unissent le Japon et la France se reposent sur la compréhension mutuelle et des intérêts réciproques aux cultures respectives entre les deux peuples, où la traduction joue un rôle indispensable. Dans mon métier de diplomate, la traduction est un travail incontournable pour notre vie professionnelle. Nous recevons les instructions de Tokyo écrites en japonais pour faire une démarche ou pour expliquer la politique du Japon sur tel ou tel sujet. Mais évidemment, il faut traduire ces textes japonais en français. Ce n'est pas la traduction littéraire, hein, c'est plutôt prosaïque. Mais quand même, je me demande toujours qu'est la bonne traduction. La langue japonaise et la langue française sont très différentes. La langue japonaise est une langue contextuelle. Donc, on n'explique pas. Il est plutôt laconique sur les informations sous-entendues. Tandis que, et aussi, la langue japonaise est très tolérante sur l'ambiguïté. Tandis que le français exige toujours la logique et le raisonnement. Et comme on dit, ce qui n'est pas clair n'est pas français. Donc, la traduction est particulièrement, il me semble, difficile entre le japonais et le français. Bien sûr, la traduction doit être fidèle au texte, mais la traduction fidèle ne peut pas nécessairement transmettre le sens correctement. Donc, dans notre travail quotidien, il faut faire une sorte d'interprétation des textes japonais quand on traduit en français. Mais il faut faire attention, parce que souvent, l'ambiguïté est un résultat de difficiles compromis parmi des différentes autorités concernées au sein du gouvernement. Donc, il faut respecter certaines ambiguïtés quand on traduit le texte japonais en français. Donc, je suis très curieux de suivre la discussion entre les spécialistes ce soir sur la définition de la bonne traduction et les clés de sa réussite. Pour conclure, j'adresse tous mes vœux de succès au prix Konishi de traduction littéraire et j'espère qu'il continuera à alimenter les échanges culturels entre nos deux pays. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour ces mots d'encouragement qui auront droit au cœur de tous les traducteurs. Avant de passer à la table ronde, je voudrais donner la parole à Madame Konishi Chizu, présidente de la Fondation Konishi pour les échanges internationaux, pour quelques mots dont elle souhaitait vous faire part. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais profiter de cette occasion pour lui redire combien nous lui sommes reconnaissants, vraiment, du soutien apporté par la Fondation à la traduction et sur une note, si je puis dire, plus personnelle aussi, la remercier pour la qualité de son attention et la constance vraiment de son soutien. Merci beaucoup. 小西国際交流財団理事長の小西千鶴です。本日はお集まりくださいまして誠にありがとうございます。
Je suis Chizu Konishi, présidente de la Fondation Konishi pour les échanges internationaux. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. 当財団は1993年設立10周年記念事業として小西財団日仏翻訳文学賞を設立いたしました。この賞は日本語からフランス語へ、フランス語から日本語への双方向において優秀な日仏翻訳者を顕彰しております。日仏翻訳者の地道な努力に応える事業を継続して行いたいという今は亡き井上康先生のご意思を理念として掲げ、本年は第27回を迎えました。本日は皆様にこれまでの受賞者一覧表をお配りしておりますので、ぜひご覧ください。Pour célébrer ses 10 ans, notre fondation a créé en 1993 le prix Konishi de traduction littéraire. Ce prix est attribué aux meilleurs traducteurs, tant pour les œuvres traduites du japonais vers le français que du français vers le japonais. Notre philosophie s'inspire du regretté Yasushi Inoue, qui avait pour souhait de rendre hommage au travail de l'ombre effectué par les traducteurs franco-japonais. Cette année, nous célébrons la 27e édition de ce prix. Je vous invite à consulter la liste des lauréats des éditions précédentes dans le document qui se trouve à votre disposition. 本日ご登壇くださいます5名の選考委員の先生方は、日本文学をこよなく愛し、そのフランス翻訳に光を当てるこの賞を長きにわたりお支えくださいました。先生方は翻訳者の努力や苦労を深く理解した上で、その仕事を称賛し、日本文学の翻訳の将来に大きな期待を寄せてくださっていました。年に一度行う選考委員会でそのご様子を拝見してみますと、私はいつも胸が熱くなったものでした。現在、日本文学が質の高い翻訳で紹介されておりますのも、先生方の情熱とご指導の賜物に他なりません。先生方には心より感謝申し上げます。Les 5 membres du jury présents ce soir sont de grands admirateurs de la littérature japonaise et soutiennent depuis longtemps ce prix qui met en lumière la traduction française. Ils comprennent en profondeur la difficulté de la traduction et ont loué le travail des traducteurs tout en nourrissant de grands espoirs pour l'avenir de la traduction de la littérature japonaise. J'ai toujours beaucoup d'émotion à voir ce jury travailler chaque année au sein de la commission de sélection. Le fait que la littérature japonaise soit de nos jours accessible via des traductions d'excellente qualité n'est rien d'autre que le résultat de leur passion et de leur engagement. Je tiens à exprimer à chacun ma sincère gratitude. 当財団ではこれからも日仏翻訳文学賞の歩みを大切に守りつつ、この賞を次世代に受け継いで翻訳者の支援を続けてまいります。また、若手翻訳者の育成にも積極的に関わっていきたいと考えております。その取り組みの一つとして、2017年には小西財団漫画翻訳賞を設立いたしました。本年3月に第49回アングレーム国際漫画祭で第5回グランプリを発表しましたので、お配りしました資料をご覧いただけましたら幸いです。La Fondation a pour volonté de préserver l'histoire de ce prix en la transmettant aux prochaines générations et en soutenant ainsi les traducteurs. Et nous souhaitons également participer activement à la formation de jeunes traducteurs. Pour ce faire, nous avons notamment créé en 2017 le prix Konishi pour la traduction de manga japonais en français. Le grand prix de sa 5e édition a été annoncé en mars lors du 49e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Je vous invite à découvrir le lauréat dans le document qui vous a été distribué. それでは本日の座談会が皆様にとりまして楽しく有意義なひとときとなりますことを心からお祈りしております。ご清聴いただきまして誠にありがとうございます。J'espère que la table ronde vous permettra de passer des instants agréables qui n'en seront pas moins fructueux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour toutes ces paroles d'accueil. Et nous allons donc maintenant passer à la table ronde et j'invite donc les participants à prendre leur place.
Nous allons donc passer maintenant à la table ronde, donc autour du thème que vous avez indiqué à l'écran. Et je vous représente donc les différents participants de cette table ronde, donc en commençant tout à fait à l'extrémité là par Philippe Forest, Monsieur Forest, qui est donc écrivain et professeur également à l'université de Nantes, et qui est dans le jury une personne tout à fait indispensable, qui est la personne qui ne lit pas le japonais et qui est un lecteur fanatique de littérature japonaise. C'est vraiment un rôle absolument essentiel pour nous. Ensuite, donc, Dominique Palmé, Madame Palmé, qui est l'une des plus grandes traductrices de la littérature japonaise en France aujourd'hui. Monsieur Jean-Noël Robert, professeur au Collège de France, spécialiste du bouddhisme et de beaucoup d'autres choses, et qui est un lecteur absolument impitoyable de textes de registres, donc en particulier de l'ordre de la pensée, par exemple, ou de l'histoire de la pensée de la religion. Et tout de suite à ma gauche, M. Daniel Struff, professeur à l'université Paris-Cité, c'est comme ça que vous vous appelez, je crois, désormais, donc, qui est un spécialiste de littérature classique japonaise, en particulier de l'époque d'Edo, et en particulier plus précisément encore de Saikaku, et qui est lui-même donc un très grand traducteur. Et moi-même, donc Anne Bayer-Sakai, j'enseigne la littérature japonaise à l'INALCO, et je suis également traductrice. Nous avons composé donc au long des 5 dernières années le jury de sélection du prix Konishi, et nous avons eu donc le plaisir de décerner un certain nombre de prix tout au long de ces 5 années, dont en particulier pour les 3 dernières éditions les œuvres que vous voyez au tableau. Il nous a semblé intéressant donc au moment de terminer notre mandat de faire en quelque sorte un retour d'expérience en tant que membre du jury, pour vous faire part des sentiments que nous avons éprouvés, des idées qui nous ont traversé l'esprit et de la manière dont nous voyons la situation de la traduction littéraire, de la traduction de la littérature japonaise en France aujourd'hui. Je vous propose donc que nous commencions par un rapide tour de table. Et l'ordre donc qui sera de mon extrême gauche, si je puis dire, jusqu'à moi, est en fait un ordre qui correspond à celui que nous avons toujours adopté pour nos délibérations. Nous avons toujours commencé par entendre l'avis de Philippe Forest, puis celui de Dominique Palmé, puis celui de Jean-Noël Robert, puis celui de Daniel Struff. Donc moi, je ne serai pas du tout dépaysée. Et c'est un ordre qui nous a semblé toujours très efficace pour avoir pour que se dégage une impression et une position à l'égard des différentes œuvres qui étaient soumises à notre approbation ou notre désapprobation d'ailleurs. Donc je donne tout d'abord la parole à Philippe, s'il veut bien commencer pour nous parler de ces 5 dernières années. Oui, mais je suspecte qu'on m'a toujours donné la parole en premier dans ce jury, par gentillesse, pour me laisser dire les choses les plus évidentes avant que des propos plus savants puissent être tenus par mes collègues plus compétents. La tradition, m'a-t-on dit, a toujours voulu qu'il y ait un écrivain dans le jury Konishi. Il s'agissait, je crois, avant moi, de Michel Tournier. Un écrivain français, ignorant de la langue japonaise. Bon, j'ai passé quelques mois... j'ai été souvent au Japon et j'ai passé quelques mois à Kyoto, à la villa Kojoyama, que vous connaissez, j'imagine. Mais malgré mes efforts plutôt pathétiques, j'ai échoué piteusement à maîtriser la langue japonaise. Le peu que j'ai su, je l'ai toujours oublié. Je l'ai tout de suite oublié, pardon. Ce qui me met donc dans une situation un peu particulière. Je ne peux absolument pas évaluer la qualité d'une traduction en fonction de sa fidélité à un original auquel je n'ai pas accès. Alors si je sers malgré tout, si j'ai servi malgré tout à quelque chose au sein de ce jury, c'est à évaluer cette traduction en fonction du résultat auquel elle aboutit, du livre finalement que cela donne en français, parce que je pense que c'est aussi un des critères à l'aune desquels on doit mesurer de la qualité d'une traduction que le résultat auquel cette traduction aboutit dans la langue cible, je crois, enfin la langue d'accueil, disons. Je crois que c'est comme ça que les traducteurs s'expriment. Pour moi, ça a été une expérience tout à fait passionnante que d'entendre les
commentaires plus savants et plus pertinents qui étaient proposés des livres que j'avais lus seulement dans leur version française. Ça m'a permis de rester en contact depuis presque 20 ans avec la littérature japonaise que j'avais découvert à l'époque à travers Oe Kenzaburo et le livre que je lui ai consacré, qui a été le premier des écrits que j'ai consacrés par la suite à la littérature japonaise. Donc, formidable découverte depuis 20 ans de textes très, très différents. Je pense qu'on va en parler, hein, qui donne une idée aussi de ce qu'a été au cours de ces 20 dernières années la réception de la littérature japonaise en France, la manière dont cette réception a évolué, en bien ou parfois aussi en mal ou en moins bien, disons. En tout cas, ça donnait l'occasion de défendre une certaine idée de la littérature japonaise. Je termine juste en donnant 3 exemples. Une autre littérature japonaise que celle vers laquelle on irait peut-être spontanément. Par exemple, la poésie. Hein, je pense notamment à la traduction que Yves-Marie Aliou avait proposée de Nakahara Chuya, qui est quelque chose de tout à fait intéressant pour nous, lecteurs français, en raison des liens qui unissaient l'œuvre de Nakahara Chuya à l'idée qu'il se faisait de la poésie française des 19e et 20e siècles. Je pense aussi à la traduction qu'Emmanuel Lozeran a proposée de Masaoka Shiki, et pour laquelle il m'avait demandé une préface. Là aussi, tous les lecteurs français connaissent le haïku, ou se font une certaine idée du haïku. Mais jusqu'à ce que ce livre paraisse, jusqu'à ce que cette traduction paraisse, il nous manquait une pièce essentielle pour évaluer ce qu'était véritablement le haïku dans la littérature japonaise moderne. Et puis, je termine par là, par une note un peu plus personnelle. Il y a eu aussi la traduction par Brigitte Aliou de Mon année de printemps de Kobayashi Issa, qui est un livre particulièrement cher à mon cœur, puisqu'il m'a donné l'idée du livre par lequel je me suis vraiment intéressé à la littérature japonaise, inspiré donc de la poésie de Kobayashi Issa. C'est un roman qui s'intitule Sari Nagara et qui a d'ailleurs obtenu dans sa traduction japonaise le prix Konishi. Voilà quelques-uns des livres japonais qui ont été traduits en français et qui ont été célébrés par le prix Konishi et qui me semblent une contribution tout à fait essentielle pour notre connaissance de la littérature japonaise, en tout cas pour la mienne. Merci beaucoup. Dominique, peut-être à ton tour. Oui. J'ai obtenu le prix Konishi la 2e année de son attribution, c'est-à-dire en 1995, pour un roman qu'on pourrait qualifier de proustien, L'été de Nakamura Shinichiro. À l'époque, je débutais tout juste en traduction littéraire. Je ne connaissais même pas le nom et l'existence du prix Konishi. Et puis, au fil des années, j'ai été intégrée au jury de ce prix. J'ai commencé ma mission, si on peut dire, au sein du jury en 2006. Je me rendais compte tout à l'heure que ça fait donc 16 ans. Et là, cette mission va se terminer. Parallèlement, j'ai toujours continué à traduire du littéraire et je dois dire que la participation aux délibérations du jury chaque année a été pour moi une occasion de réfléchir sur 2 points. D'abord sur ma propre pratique de la traduction littéraire, étant donné les œuvres qui étaient présentées et qui souvent relevaient, pour les traducteurs qui s'y étaient attelés, d'une approche de la traduction qui n'est pas obligatoirement la mienne. Et d'autre part, de voir à travers la présélection qui nous était présentée quelle était l'évolution actuelle de la littérature japonaise, dans ses œuvres les plus contemporaines. Donc, ça a été cette participation au jury, en fait, m'a accompagnée pendant 16 ans
et ça m'a permis aussi d'enrichir ma réflexion sur ma propre approche du traduire. Alors, pour rentrer dans les détails, enfin on le verra tout à l'heure, mais je crois que la question qui nous est posée aujourd'hui, qu'est-ce qu'une bonne traduction ? C'est une question à laquelle il y a une multiplicité de réponses et qu'une heure ne suffira pas à vous donner ces réponses. Donc mes réponses seront bien sûr tout à fait subjectives, mais j'aimerais orienter éventuellement le débat dans deux directions, c'est-à-dire d'abord une constatation. Monsieur l'ambassadeur faisait remarquer tout à l'heure la très grande différence entre la langue japonaise et la langue française, notamment dans l'ambiguïté qui est quelquefois très fructueuse de la langue japonaise et la précision de la langue française. Moi, ce que j'ai ressenti longtemps comme quelque chose de presque dramatique dans mon exercice de la traduction, notamment de la traduction littéraire, c'est que nous passons avec le japonais d'une langue à idéogramme, ce que j'appelle une langue à 3 dimensions, puisque nous avons le sens, l'image et le son, à une langue latine qui est une langue à 2 dimensions. Donc longtemps, j'ai déploré la sensation vraiment, mais presque physique, de perte, de passer du japonais en français, parce qu'on perd la dimension de l'image. Et comment compenser cette perte ? Est-ce qu'elle peut être compensée ? Ça m'a vraiment hantée pendant des années. Bon, ça m'empêchait quand même pas de dormir, mais quand même. Et puis, il y a une trentaine d'années de ça, donc j'étais tout à fait débutante d'ailleurs dans la traduction littéraire, j'ai été conviée à un colloque international à Fukuoka par l'association UNESCO de Fukuoka pour parler notamment de la poésie de l'époque Taisho, donc des années 1910-1920. Et là, j'avais d'autres collègues que je ne connaissais pas, notamment un Américain qui travaillait à l'université de Hawaï. Il y avait un Russe, il y avait un Chinois. Et moi, j'ai beaucoup parlé pendant mon exposé sur la poésie de Kitahara Hakushu et Hagiwara Sakutaro, donc 2 poètes de prédilection à l'époque. J'ai beaucoup parlé de cette sensation de perte. Et ensuite, bon, comme Fukuoka est un endroit réputé pour ses bars et sa vie nocturne, tous les soirs après le colloque, on allait boire et se détendre. Et là, le traducteur américain m'a fait une réflexion qui m'a beaucoup frappée. Il m'a dit « Mais tu parles de perte. Pourquoi est-ce que tu ne retournes pas la question ? Pourquoi est-ce que tu n'envisages pas ce que tu gagnes en traduisant ?» Et ça a complètement changé mon approche de la traduction. Ou plus exactement, ça a beaucoup atténué ma sensation de frustration de perdre la dimension visuelle des idéogrammes quand je passais dans ma langue maternelle. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, je suis quelqu'un, je le revendique, je suis une praticienne de la traduction littéraire, j'ai envie de dire une artisane, et j'ai beaucoup de respect pour les ânes, en l'occurrence. C'est-à-dire que je ne me base jamais, quand je traduis, sur une théorie de la traduction ou sur des recettes que je vais appliquer pour tel ou tel texte. Parce que pour répondre partiellement à la question de monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que c'est qu'une bonne traduction ? On ne peut pas, à mon avis, exprimer cette question de façon générale. Parce que tout à l'heure, Anne, au moment de la cérémonie de remise des prix, le faisait remarquer, il peut y avoir de très bonnes traductions de mauvais textes et de mauvaises traductions de très bons textes. Donc, en fait, si je devais donner ma définition, et là aussi c'est tout à fait provisoire, parce que les choses ne sont jamais figées en traduction, j'aimerais me référer à une phrase du poète et écrivain portugais Miguel Torga, qui un jour a donné sa définition de la traduction, et je la trouve tellement belle. Il dit traduire, faire voyager l'expression. C'est ce que disait Gérard Peloux tout à l'heure. La traduction pour lui est un voyage. Traduire, faire voyager l'expression. Donner de l'ubiquité à une langue qui, sans rien perdre de sa force native, parle d'une autre voix,
donner de l'ubiquité à une langue. Et l'idée qu'elle ne perd pas de sa force native, et pourtant elle parle d'une autre voix. C'est cette phrase qui me guide dans mon travail de traduction. J'essaye d'entendre la voix de l'écrivain, que ce soit un prosateur ou un poète, en japonais. Et il y a un écho, c'est-à-dire qu'il y a un tempo, il y a un rythme. Je parle beaucoup en termes musicaux. Et il faut arriver à trouver une transposition ou une ressemblance de ce rythme dans la phrase française. Donc, pour moi, la bonne traduction, c'est pas simplement celle qui me transmet le sens, c'est celle qui fait entendre cette voix, même si c'est avec des accents différents parce qu'on est dans une autre langue. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Noël ? Oui, merci beaucoup. Oui, de mon côté, plus que les questions littéraires à proprement parler, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces années de présence à ce jury, c'est la question de la langue même, n'est-ce pas, le japonais. La traduction du japonais en français est une activité tout à fait différente de la traduction de l'italien en français. Je ne surprendrai personne en disant cela. Les deux activités sont très difficiles. Il ne faut pas penser qu'il est facile de traduire de l'italien, mais les contraintes sont même peut-être plus grandes lorsqu'on traduit de l'italien. En japonais, la situation est tout à fait différente. Aux 3 dimensions dont parlait Dominique, on peut en rajouter encore plusieurs, c'est presque de la science-fiction. Le japonais est une langue beaucoup plus pluridimensionnelle que la nôtre pour une raison très simple, c'est que les traductions, la langue moderne, ne nous donne ce qu'on appelle le japonais moderne, que l'on étudie à langues orientales ou aux langues orientales. Cela donne une autonomie de lecture de quelques 100 ans, 150 ans, alors que la littérature japonaise s'étend sur une bien plus grande distance temporelle, et les traductions dont nous jugeons la valeur recouvrent aussi cette très longue tradition qui recouvre donc des états de langue tout à fait différents. Nous pourrons revenir tout à l'heure simplement sur les traductions qui sont énumérées ici, ou sur l'excellente traduction de Masao Kashiki, à laquelle faisait allusion Philippe, n'est-ce pas ? Dans cette traduction qui est la plus moderne, vous avez 3 niveaux de langue. Vous avez le sino-japonais, vous avez le japonais classique, vous avez le japonais parlé. Cela fait donc, pour un texte qui a été écrit au tournant du XXe siècle, vous avez une profondeur historique que le français ne peut pas reconstituer. C'est-à-dire qu'il faut donc donner, lorsqu'on a des traductions modernes, il faut trouver un ton particulier à telle ou telle œuvre, mais lorsqu'on a une traduction d'une œuvre classique, il faut se transposer dans un autre monde que nous avons, dont nous pouvons avoir une idée par rapport, en nous rapportant à notre tradition latine, gréco-latine, mais qui est quand même qui n'a pas du tout la même présence que dans la littérature japonaise jusque quasiment dans les années 50. Et si bien que la traduction du japonais en français donne une très grande liberté créatrice au traducteur. Ça ne veut pas dire qu'il peut faire n'importe quoi, mais tout est à refaire en quelque sorte. Il doit il doit reconstituer de nouveaux rapports linguistiques et en donner une idée dans une traduction, dans une langue qui n'a pas cet arrière-plan. Nous pouvons avoir des exemples très concrets. Enfin, sur ce que nous avons ici, n'est-ce pas ? Nous avons deux des travaux qui ont été récompensés. Sont fondés sur des états de langue sino-japonais d'un côté, japonais-chinois presque modernes de l'autre, et puis vous avez 2 autres traductions modernes, mais qui sont aussi, qui se réfèrent à l'anglais. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on retrouve un autre rapport linguistique avec lequel nous sommes beaucoup plus familiers. Donc, ça ne veut pas dire que ce soit plus facile, mais nous pouvons reconstituer les choses de façon qui parleront davantage d'un lecteur français. Pour ces traductions
que je dirais, que je qualifierais de pluridimensionnel. La question est là, c'est un jugement tout à fait quasiment au cas par cas, et il n'y a pas de méthodologie de la traduction, il n'y a pas de doute, il y a une rencontre avec un traducteur, un texte et une méthode. Je voudrais simplement dire un exemple très, très concret. Il y a un grand débat pour ceux qui traduisent la poésie classique japonaise. La poésie classique japonaise, en effet, les waka, le waka suit l'ordre logique de la langue japonaise, ça ne surprendra personne. Mais le waka a une dynamique narrative, c'est très court, mais il y a quand même une histoire qui se déroule dans le waka. Et l'histoire commence, se poursuit et finit. En japonais, c'est tout à fait naturel. Si on essaye de redonner cette dynamique narrative en français, il faudra traduire le waka à l'envers, au risque de contorsion qui parfois énerve le lecteur. Alors, comment à chaque fois, donc, chaque waka est une recréation où l'on doit essayer de jouer avec un ordre inversé et puis en même temps une dynamique narrative nécessaire. Donc voilà, nous avons sur un tout petit exemple le fardeau du traducteur. Merci beaucoup. Voilà, et donc je parle en dernier comme d'habitude, et donc avec cette difficulté que beaucoup de choses déjà ont été dites et que quand on prend la parole en dernier, on est obligé d'une certaine façon de tenir compte de ce qui a été dit, éventuellement de réagir, d'essayer de ne pas répéter, et puis avec cette difficulté que souvent en écoutant ce qu'ont dit les personnes précédentes, eh bien ce qu'on avait préparé, ce à quoi on pensait, et puis finalement on a eu le temps de le revoir et on ne sait plus très bien où on en est. C'est un peu la situation où j'étais notamment au moment dans les premières années en arrivant, parce qu'effectivement il y a une bonne traduction peut s'apprécier de manière différente, et quand je suis arrivé pour remplacer un membre, donc je suis arrivé dans un jury bien constitué, je parlais le dernier et je découvrais d'autres façons, d'autres approches des textes auxquelles je n'avais pas forcément pensé, qui finalement étaient légitimes, intéressantes, parfois même plus justes que celles peut-être qui avaient été la mienne. Alors, au fil du temps, on s'habitue et les rôles se précisent, et puis peut-être les surprises sont moins grandes, mais on a toujours quand même des surprises, et j'ai beaucoup apprécié cet exercice de lecture collective qui est très enrichissant et qui permet de revoir beaucoup de certitudes, et qui me fait penser aussi à cet exercice, d'ailleurs auquel nous livrons parfois ensemble avec ma voisine, qui est celui de la traduction collective, qui est peut-être pas si fréquent, mais auquel donc à l'université nous adonnons assez régulièrement, et qui est particulièrement précieux pour la langue classique, pour laquelle qui nous reste quand même très extérieure, pour laquelle nous ne disposons pas de locuteurs vivants qui puissent nous éclairer sur certaines nuances ou sur certaines obscurités. Et là aussi, souvent, on est surpris par une interprétation à laquelle on ne pensait pas du tout, qui peut-être même au début révolte, et puis qui finalement a fini par enrichir la lecture, parfois par la modifier complètement. Et donc cet exercice collectif est très précieux. Je crois que c'est aussi un des rôles d'un prix, c'est de créer un lieu où on discute de traduction, où on les apprécie en dehors de cette réception individuelle qui est celle du lecteur avec son livre. Alors, sinon, pour évaluer une traduction, il y a des côtés pratiques, il y a un temps mesuré, donc on ne peut pas passer un temps indéfini sur chacune. On peut commencer par lire le livre traduit, et donc on est un peu dans la situation du lecteur. On ne connaît pas encore le texte japonais, on apprécie la traduction pour ce qu'elle nous donne, et c'est ainsi qu'on essaie de voir si c'est une bonne traduction ou pas, si elle est cohérente, si elle est stylistiquement, elle tient le coup, si elle est intéressante. On peut faire le contraire, on lit d'abord l'œuvre originale et ensuite on lit la traduction, et dans ce cas-là on la lit un peu différemment puisqu'on essaie de retrouver l'atmosphère, l'air, l'esprit du livre qu'on vient de lire, et parfois ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est là encore un peu discutable. Et puis il y a l'autre ressource qui est un peu facile parce qu'elle nous donne cet avantage qui est de lire. Alors on choisit, on ne lit pas tout, de lire le texte original et le texte traduit en regard,
Alors c'est un peu cruel pour le lecteur, hein, parce qu'on prend un petit passage, pour le traducteur, on prend un petit passage, on examine à la loupe si tout va bien ou pas. Alors c'est là qu'on voit que presque toutes les traductions sont imparfaites. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'exigences contradictoires aussi, comment être naturel en français et en même temps respecter le texte. On sait que le respect total du texte peut donner des catastrophes absolues. Et puis il y a aussi la difficulté même du japonais, sa subtilité. Donc l'exercice est un peu cruel, mais en même temps on voit aussi que les traductions, même imparfaites, elles le sont toutes d'une certaine façon, même moins réussies, ou donnent, quand on cesse de les regarder comme ça en détail, quand on les lit au cours des pages, donnent une idée du texte. Elles ont le mérite d'exister et il faut encourager les auteurs à traduire. On ne peut pas passer trop de temps sur une traduction. On ne peut pas arriver à des traductions parfaites. D'ailleurs, ça n'existe pas. Et si ce prix a encouragé les gens qui se sont engagés dans des travaux de traduction, c'est vraiment extrêmement précieux. C'est la leçon que je retire de ces années. Merci beaucoup. Je crois que nous avons partagé beaucoup d'expériences. Et à propos de la traduction collective, juste une petite anecdote très récente. Donc, nous avons eu le plaisir le week-end dernier de recevoir à Paris la grande poétesse japonaise Ito Hiromi. Et nous avons eu un atelier de traduction où Dominique était là également. Et ce qui était très intéressant, c'est que donc, le traducteur dissèque le texte. Donc, dissèque le texte, propose des interprétations, des idées. Et il se trouve que nous avions la poétesse sous la main, si je puis dire, donc nous lui soumettions nos interprétations. Et Madame Ito était très, très tolérante. Elle dit oui. Nous étions presque désarçonnés par cette espèce de tolérance qu'elle avait à l'égard des lubies des traducteurs. Mais nous sommes toujours quelque part entre la recherche d'un idéal de sens, finalement, mais qui est un fantasme de la part du traducteur, et une sorte de réalité, qui est la réalité du texte, bien sûr. Et je crois que cette entre deux injonctions, si je puis dire, se retrouve dans le travail du jury pour l'évaluation des traductions. Et pour relancer la discussion sur un point qui, moi, m'a beaucoup frappé et qui se confirme quand vous regardez, je crois aussi, la liste tout à fait impressionnante des lauréats du prix Konishi depuis sa fondation. Il me semble qu'il y a vraiment dans la traduction de la littérature japonaise en France qu'est-ce qu'on pourrait dire, peut-être des strates, et que le prix Konishi pendant au moins 10 ans peut-être a contribué à renforcer ce qui était absolument indispensable, qui était une connaissance, on pourrait dire presque patrimoniale, de la littérature japonaise en France. Donc ça a été la traduction des grands classiques, des traductions absolument décisives de textes très très importants. Et puis petit à petit sont venus en quelque sorte s'interposer des textes probablement plus contemporains, peut-être aussi moins exigeants, qui s'adressent peut-être aussi à un public plus large. Et quand on regarde donc ces listes de lauréats, on voit que les jurys successifs, et nous aussi je crois, ont été capables de reconnaître ces deux manières d'être de la littérature japonaise en France. Et je pense que aussi que les derniers prix sont tout à fait caractéristiques de ce point de vue-là. Mais comment justement évaluer des textes, en somme, si différents? Donc, je ne sais pas quels étaient vos sentiments. Enfin, nous avons beaucoup discuté au long des années sur cette question. Oui, c'était au départ, enfin de l'expérience que j'en ai à partir de 2006. En fait, le prix Konishi était plutôt axé sur l'attribution d'un prix à un texte littéraire. Ensuite, ça a commencé par se diversifier et s'ouvrir aussi aux sciences humaines, peut-être pas assez d'ailleurs. Et puis, d'autre part, dans le domaine strictement littéraire, effectivement, il y a eu
un hommage rendu à des traductions de grands classiques, et puis après, pas uniquement à des romans de ce qu'on appelait jusqu'à une époque récente au Japon Junbungaku, la littérature pure, la littérature élitiste, mais aussi à des romans beaucoup plus populaires. Moi, ce qui m'a frappé ces dernières années, bon, d'abord, je trouve extraordinaire cette diversité finalement. Ça nous a demandé, à nous, membres du jury, je pense, un sacré esprit d'adaptation, parce que certaines œuvres présélectionnées, là je parle pour moi, ne correspondaient pas du tout à l'idée que je me faisais d'un texte important à traduire, et j'aurais certainement pas choisi ça. Et d'autre part, il y a quelque chose qui nous est apparu de façon de plus en plus frappante ces dernières années dans les présélections, c'est qu'on arrive à se poser vraiment des questions sur le devenir de la littérature contemporaine japonaise. Enfin, moi, je me les pose. Mais par rapport à quels critères? À nos critères de ce que nous entendons comme littérature. Il faudrait quand même aussi peut-être... parce que donc, nous finissons notre mandat, nous allons passer la main vers un nouveau jury. Et l'une des questions, je crois, vraiment qui nous a préoccupés ces derniers temps, c'est comment évaluer cette... Est-ce qu'on peut dire cette nouvelle littérature? En tout cas, elle n'est pas forcément nouvelle historiquement, mais elle est nouvelle du point de vue de l'arrivée, on va dire, sur le marché français. C'est un phénomène quand même qui s'est vraiment développé ces 10 dernières années. Et de ce point de vue-là, je crois que nous nous sommes retrouvés confrontés vraiment à des problèmes de critères. Clairement, comment dire, la prise en compte de la qualité littéraire du texte de départ ne suffisait plus. Autant c'était quelque chose qui était absolument incontestable, et les traductions étaient également absolument excellentes, que ce soit dans le cas bien sûr donc du Shobogenzo ou de l'ouvrage de Maruyama Masao pour les dernières éditions, ou auparavant donc de la traduction de Masao Kashiki, etc. Il y avait une sorte d'harmonie, si l'on peut dire, entre le texte de départ et la qualité de la traduction à l'arrivée. C'est une sorte de situation idéale pour le jury, parce que nous n'avions pas à nous poser d'une certaine façon de questions. Mais quand ça n'est pas le cas, quand d'une certaine façon, on peut dire que les traductions, quand le texte au départ n'était pas intéressant, les traductions à l'arrivée n'étaient pas intéressantes, il n'y avait pas non plus de problème. Mais quand le texte de départ n'était pas très intéressant et que la traduction à l'arrivée était très bonne, voire excellente, que devions-nous faire ? Et c'est là que je pense que certaines de nos discussions ont pris vraiment un tour assez animé. Je ne sais pas, Philippe, qu'est-ce que tu... Parce que c'est aussi une question, je pense, d'attente par rapport à la littérature japonaise. C'est-à-dire que je pense qu'en tant que membre du jury, tu as peut-être été confronté aussi à la nécessité d'une certaine façon de revoir une sorte d'image qu'on peut avoir de la littérature japonaise. Oui, ma position, pas simplement relativement à la littérature japonaise, mais relativement à la littérature mondiale et à la littérature française, est assez proche de celle que Dominique a exprimée. C'est-à-dire, moi, je suis très hostile dans mes propres romans et dans mes propres essais à ce que j'appelle la religion de la résilience. Et donc, je regarde avec un peu de méfiance, voire d'hostilité, une littérature qui vise à nous réconcilier avec le monde au lieu de nous inviter à nous révolter contre lui. Bon, mais ça, ce sont des principes qu'il faut savoir mettre aussi dans sa poche de temps en temps pour avoir une vision un peu plus pragmatique des textes qui nous arrivent. Moi, je voudrais juste dire que la frontière ne passe pas entre la littérature pure ou élitiste et la littérature populaire, parce que, pour nous envoyer à nous-mêmes des fleurs, on a été très ouverts, on a quand même primé à 2 reprises et même 2 années de suite un grand romancier, la traduction d'un grand romancier qui est aussi un romancier populaire, à savoir Edogawa Rampo. Et je rappelle qu'on est même allé jusqu'à primer la traduction en français de Yapu. Donc il ne s'agit pas de mépriser la littérature populaire, de la rejeter, mais il s'agit de s'interroger, comme tu le disais, sur les appréciations
particulière qu'appelle tel ou tel texte donné. Voilà. Oui, Jean-Noël, bien sûr. Si je peux prolonger ce qui vient d'être dit en l'élargissant, il est sûr que maintenant le nouveau jury, qui aura bien sûr à prendre à bras-le-corps la nouvelle littérature japonaise, doit aussi se confronter à un autre phénomène. Nous parlions de pluridimensionnalité, cette nouvelle langue japonaise qui est, dont la littérature feel-good n'est qu'un aspect plus populaire, mais qui fait entrer le japonais et la littérature japonaise dans ce qu'on appelle maintenant la world literature. Et je prendrai l'exemple que nous n'avons pas pu saluer dans nos jurys, mais dans nos délibérations, des romans de Murakami Haruki, qui est, je crois que c'est un phénomène nouveau. Il vient d'être couronné par la fondation Chino del Ducad de l'Institut de France. C'est un phénomène nouveau, c'est un écrivain japonais qui est lu par énormément de personnes dans le monde, mais qui ne le lisent pas comme écrivain japonais. La plupart du temps, souvent, les gens qui lisent de la littérature japonaise, c'est par intérêt pour le Japon. Enfin, bon, je simplifie très grossièrement. Murakami est un écrivain qui est devenu un écrivain qui n'est plus ressenti comme japonais en tant que tel. Et ce qui me semble très intéressant, c'est que c'est Murakami lui-même qui a créé cela, et de façon presque consciente. Si je ne trahis pas l'histoire littéraire, son premier grand succès, qui est Norue no Mori, a été la forêt de Norvège, donc qui est une mauvaise traduction japonaise de Norwegian Wood, n'est-ce pas, qui veut dire du mauvais bois, de mauvaise qualité, mais c'est devenu une forêt de Norvège, un grand. Et donc il l'a d'abord écrit, il avait commencé à l'écrire en japonais, et ça ne marchait pas du tout. Et comme vous le savez, c'est un très grand connaisseur, très grand traducteur de la langue de l'anglais. Il l'a réécrit complètement en anglais. Et il a pris cette traduction, il a refait sa version anglaise en français, en japonais. C'est-à-dire qu'il a fait alors un pas de côté linguistique pour se mettre dans une nouvelle configuration. Et c'est vrai que Ichikyu Hachiyon, 1984, se lit comme... je trouve que l'influence de Stephen King est absolument évidente dedans. Enfin, c'est un roman universel. Alors, c'est à partir de cela qu'il faut le lire, qu'il faut le juger, qu'il faut juger les traductions maintenant, et plus tellement le rendu de telle ou telle japonitude que l'auteur lui-même n'a même pas cherché à cultiver. Alors nous sommes dans une nouvelle conception, et qui est tout à fait différente, évidemment, de textes comme Maruyama Masao, ou le Shobogenzo, ou Masao Kashiki, n'est-ce pas? Et cette anecdote de Murakami, donc, j'ai jamais su vraiment si c'était vrai. Mais ce qui est très intéressant, c'est que... Il l'a écrit. Oui, il l'a écrit, c'est ce qu'il écrit. C'est aussi une façon pour lui de se positionner. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, qu'un écrivain d'origine, si l'on peut dire, japonaise, éprouve le besoin de se mettre en scène, en quelque sorte, de cette façon-là, est en tant que tel, bien sûr, un phénomène très intéressant, que ce soit vrai ou faux, d'ailleurs. À la limite, c'est encore plus beau si c'est faux, mais bon, ça, c'est encore une autre question. Mais si c'est vrai, ça le situe vraiment dans la world literature. Tout à fait. Parce que, par exemple, le deuxième grand écrivain policier islandais, Ragnar Jonasson, a commencé par traduire Agatha Christie en islandais avant de se mettre et il a produit donc ils se sont mis à un diapason mondial en quelque sorte, ce qui fait que maintenant que l'islandais, 300 000 personnes est lu dans le monde entier, en traduction bien sûr, mais donc il y a cette espèce d'accord presque musical que certains écrivains font pour se mettre dans un courant mondial. Enfin, il faut en tenir compte aussi. Daniel, tu...
Pour conclure. Non, pas pour conclure, pour continuer. En tout cas, sur ce point, je ne sais pas, il a été dit tout à l'heure, je crois que c'est l'ambassadeur qui avait dit qui avait évoqué les traductions diplomatiques et les multiples questions que posent les formules, qu'il faut traduire correctement, donc avec une certaine fidélité pour le texte, parce qu'on ne peut pas inventer, mais en restant fidèle au sens, qu'il s'exprime différemment de langue à langue. Donc la traduction est quand même quelque chose d'absolument universel. Alors, il faut être pragmatique. Un comité dépend d'un comité de sélection, donc un jury comme le nôtre dépendait d'un autre jury, et puis des hasards de la publication. Et il est tout à fait concevable, d'ailleurs, qu'un prix ne soit pas accordé si la production est médiocre ou la sélection est médiocre, ce qui ne nous est pas, je crois, arrivé. Il y a une reprise. C'est arrivé peut-être. Donc ce n'est pas quelque chose de choquant. Il me semble effectivement que on le voit, les textes qui arrivent devant le jury sont extrêmement différents, mais on est souvent confronté à ce genre de situation, même comme enseignant ou comme de choisir entre des choses tellement hétérogènes qu'il y a une grande part de subjectivité dans le choix. Ça fait partie, je crois, de l'exercice. C'est toujours, c'est ce qu'a dit Jean-Noël Robert, c'est toujours une aventure linguistique, ce transfert d'une langue dans une autre. S'il n'y a pas eu s'il ne s'est rien passé d'intéressant, pourquoi récompenser une traduction? Il vaut mieux ne pas le faire. Mais on voit quand même qu'il y a souvent des choses qui se passent, des traducteurs qui se sont posés des questions face à des œuvres qui sont des créations de langage intéressantes, et c'est sans doute cela qui peut rester le principe de base. Alors il est très vague, mais il n'y a pas de problème ni de genre, ni même de littérature ou pas littérature. Et je rappellerai simplement pour ce qui est de la tradition littéraire japonaise, l'extrême importance qu'a joué l'image dans la formation de la littérature, dans l'évolution de la littérature japonaise. Le genji pour les Japonais, c'est presque autant des images qu'un texte, et les époques changent, les textes changent de forme, et la traduction reste un exercice universel, en tout cas tant qu'il y a plusieurs langues, même qui commencent à se globaliser et se rassembler. En fait, Murakami quand même écrit une langue qui lui appartient, même si elle est inspirée de beaucoup de choses différentes. Et peut-être aussi pour continuer autour de cette question et de la manière dont le prix Konishi peut se représenter, le rôle qu'il peut jouer, nous devons aussi accompagner probablement le changement dans la réception de la littérature. Donc, japonaise, on a envie de les mettre presque entre guillemets souvent en France. Comment dire, est-ce qu'on peut dire l'utilité, en tout cas la raison d'être du prix certainement, et puis la fonction que le prix peut avoir, ne peut pas se maintenir probablement si on en reste à des critères des critères d'évaluation qui valaient pour un certain type de littérature et qui ne valent plus pour un autre type de littérature. Donc c'est pour ça que c'est aussi ça qui a fait l'intérêt souvent de nos discussions, me semble-t-il. Et je pense que s'il y avait eu un compte-rendu pris très précisément de nos discussions, parfois d'un livre à l'autre, on peut avoir des arguments diamétralement opposés. On était parfois surpris en train de nous contredire nous-mêmes parce que tout simplement les mêmes critères ne s'appliquent pas. Et c'est une sorte aussi de souplesse, mais qui doit... Enfin, je pense que vous êtes nombreux aussi ici parce que vous vous intéressez à la littérature japonaise, peut-être en fonction des générations, peut-être en fonction des événements qui se sont passés dans votre vie, peut-être en fonction de vos habitudes de lecture, de votre histoire de lecture. Je pense que votre propre regard aussi sur la littérature japonaise s'est modifié, et finalement nous accompagnons, nous avons eu la chance, je pense, avec le prix, d'accompagner cette transformation. Mais que finalement, je pense que l'exemple donné de Murakami Haruki, bien sûr, est très, très parlant.
par exemple, je pense aux ouvrages qui ont été récompensés donc, lors de ces dernières éditions. Bien sûr, pour le Maruyama Masao et pour le Shobo Genzo, le problème est un peu différent, mais que ce soit pour Tani Joji ou a fortiori pour Nashiki Karo, est-ce que justement cette dimension japonaise, finalement, elle est encore très présente? Par exemple, si on prend le cas de Nashiki Karo, littérature japonaise ou pas? En japonais. En japonais, certainement, Mais déjà, le personnage de la grand-mère chez Nashiki Karo, elle est anglaise. Oui, en plus. Mais c'est pas pour rebondir sur ce que tu dis, mais je crois que, outre les critères de sélection, enfin pour une traduction, pour attribuer un prix à une traduction, il y a d'autres choses dont nous ne sommes pas maîtres. C'est justement l'attente du public. Tout à fait. Et d'autre part, le choix des éditeurs de publier telle ou telle œuvre. Alors là, je voudrais donner 2 exemples. En 2016, Gallimard me demande de faire un rapport de lecture sur un roman de Mishima, Inochi Orimas, Vie à vendre, pour lequel j'ai donné un avis très favorable, et puis finalement je l'ai traduit. Bon, il est paru il y a 2 ans, mais là n'est pas la question. Je découvre très vite que pendant que je suis en train de le traduire en français, il est en train d'être traduit en italien et en anglais. Et quels ont été les critères de choix des 3 éditeurs, anglais, français, italien? Tout simplement le fait que ce roman de Mishima, qui avait complètement disparu, noyé dans ses enshu et que personne ne connaissait, a été réédité en 2015 par son éditeur Shinchosha, mais en édition de poche, pour marquer le 90e anniversaire de la naissance de Mishima. Et en un mois, il s'est vendu à 70 000 exemplaires. Donc, le critère, bon, d'une part, c'est Mishima. Donc, on sait que Mishima va se vendre, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les éditeurs, l'une des questions qu'ils posent quand on leur propose un projet, c'est est-ce que ça va se vendre? Donc, Mishima va se vendre. Et en plus, ça s'est vendu à 70 000 exemplaires au Japon. Donc, j'imagine déjà ce qui s'est passé à la foire du livre de Francfort, là où se négocient les rachats des droits. Hein. Bon, voilà, à toute vitesse, les éditeurs français, anglais et italiens ont racheté les droits de Mishima. Donc, vous voyez, il y a un truc qui est vraiment de l'ordre de ce qui est complètement, pour nous, traducteurs, on n'est pas maître de ça, parce qu'on peut donner certaines fois des conseils à des éditeurs. Généralement, ils ne les écoutent pas. Hein. Mais en plus de ça, voilà, ça va se vendre. Bon, il n'empêche qu'un jour, quelqu'un du service de fabrication de Gallimard m'a dit, vous savez, avant qu'un livre ne paraisse, on ne peut jamais savoir si ça va marcher ou non. On peut faire des prospectives en se disant, c'est un chef-d'œuvre, ça va marcher. Il dit, ça fait un flop, les lecteurs ne s'y intéressent pas. Donc, vous voyez, tout ça, on n'est pas maître. D'autre part, il y a aussi cette histoire de l'envahissement, si je puis dire, du marché. Là, je reprends l'exemple de Murakami Haruki. À travers une petite expérience très concrète, il y a une dizaine d'années, je suis contactée par un centre de formation qui était dans la région de Montreuil, je crois, et qui me dit, voilà, nous voulons faire 3 jours ou 5 jours de formation pour les libraires de notre département. En ce qui concerne la littérature japonaise moderne, est-ce que vous acceptez d'animer cette formation? J'accepte. Et la dame me dit, je vous rappelle ultérieurement pour vous confirmer votre engagement. Et quelques semaines après, elle m'appelle et elle me dit, le stage n'aura pas lieu. Et je lui en demande les raisons. Elle dit, parce que nous faisons des stages à destination de 12 stagiaires, et là, nous n'avons pas le nombre. Donc, nous sommes obligés d'annuler. Et je dis, mais est-ce que vous avez eu les raisons concrètes pour lesquelles des personnes qui pouvaient être intéressées, des libraires, ont décidé d'annuler? Elle dit oui, c'est très simple. L'argument qu'on nous a donné, c'est de toute façon, nous les libraires, avec Murakami Haruki d'un côté et les mangas de l'autre, on vend largement la littérature japonaise moderne, contemporaine, donc on n'a pas besoin d'en savoir plus. Mais ce qui est tout à fait vrai. Mais d'un autre côté aussi, enfin,
autre phénomène intéressant, enfin, je sais que bien, on voudrait vous laisser un petit peu de temps aussi pour des questions-réponses, donc on va essayer de ne pas trop déborder sur le temps qui nous était imparti au départ. Mais ce qu'on a aussi constaté, c'est l'arrivée de nouveaux éditeurs sur le marché du livre de traduction de littérature. C'est un phénomène, je crois, tout à fait frappant, on va dire là peut-être des 10 grand maximum, 5-10 dernières années peut-être, où un certain nombre donc de maisons d'édition certaines nouvelles, d'autres qui ne s'occupaient pas jusqu'à présent de ce marché-là, ont tout d'un coup découvert l'intérêt commercial manifestement de la littérature japonaise et s'intéressent donc du coup souvent à des auteurs qui n'étaient pas traduits jusqu'à présent, etc. Et je pense que comme nous avons tous fait l'expérience quand nous avons pu retourner dans des librairies, de découvrir des ouvrages, parfois d'auteurs, j'ai découvert des ouvrages traduits d'auteurs que je ne connaissais pas, publiés par des maisons d'édition que je ne connaissais pas. C'est quand même une expérience tout à fait singulière et qui montre, je crois, aussi le renouvellement non seulement de la diffusion, mais de la perception de la littérature japonaise en France. Et on va dire qu'en tant que jury, nous avons essayé tant bien que mal, enfin j'espère plutôt bien que mal, de suivre cette évolution et de répondre finalement à ce qui est certainement aussi une nouvelle demande du marché, alimentée certes aussi, bien entendu, par les éditeurs. Donc, peut-être que l'on peut ouvrir la séquence des questions, parce que je pense que vous avez certainement des remarques ou des questions. Merci de tous ces éléments très, très, très éclairants. Par rapport à ce que justement vous venez de dire sur ce nouveau marché, je me posais la question, est-ce que justement le rôle ou la fonction du prix Konishi, est-ce que c'est forcément justement d'accompagner ce mouvement qui va vers une littérature qui, pour les japonisants, n'est pas forcément cette littérature feel-good ou de résilience, etc. Est-ce que c'est d'accompagner, entre guillemets, le marché actuel de ce qu'on appelle la littérature japonaise, ou est-ce qu'au contraire, ou peut-être que c'est les deux, mais est-ce que ça consisterait pas aussi à tirer, enfin c'est pareil, ça fait un petit peu élitiste de dire vers le haut, mais de donner justement une autre idée, une idée plus globale de la littérature japonaise, parce que dans les traductions, il y a aussi des textes qui sont, voire des textes classiques qui ne sont pas encore connus, qui ne sont pas encore traduits, ou est-ce qu'il faut panacher, enfin je ne sais pas quel est le rôle justement, est-ce que c'est forcément d'accompagner ce nouveau mouvement, ou au contraire de montrer qu'il y a une littérature de haut niveau qui est lisible, à condition bien sûr que ce soit des choses traduites, puisque ça doit être des textes traduits et publiés. Donc ça pose effectivement tout le problème de la... Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre sur ce point. Moi, je pense que la question, vous la formulez bien, est-ce qu'il faut accompagner ce mouvement ou lui résister ? Moi, j'aurais assez envie de formuler la règle suivante. Il faut être très ferme sur les principes, mais très souple sur leur application. Donc le principe, c'est promouvoir la littérature de qualité et donc résister à ce mouvement vers le médiocre auquel on assiste. Mais en même temps, il faut être très souple, on est forcé de l'être dans l'interprétation de ce principe. Et quand on voit arriver des livres, il faut les approcher sans préjugés et en étant capable d'adapter son jugement à la situation à laquelle on est. C'est un peu de réponse jésuite, mais je pense qu'on est un peu obligé de faire une réponse de cet ordre. Oui, parce que le prix de traduction est quelque chose d'extrêmement bâtard, en fait, parce qu'on travaille sur des textes traduits pour récompenser un traducteur. Mais en fait, il est évident qu'on ne récompense pas seulement le traducteur, mais que la nature du texte qu'il a traduit compte. Et donc, on récompense un projet, une conception, un parcours, et une traduction doit avoir un sens. Donc un livre en fait qui a été publié, donc c'est vraiment quelque chose effectivement qui oblige à être souple. Si on a une idée préconçue de ce qu'on veut récompenser, on risquerait de ne plus jamais attribuer de prix, ou le faire très rarement.
ce qui n'est pas le but du prix. Donc ça dépend beaucoup de ce qui arrive. Je crois qu'on est forcément dans une sorte de malaise. Effectivement, on récompense un traducteur pour une œuvre qui n'est pas la sienne en fait. Et donc, on ne juge pas seulement son travail, mais l'œuvre qu'il a choisie ou que l'éditeur lui a soufflé. C'est forcément quelque chose qui n'est jamais évident, qui n'est jamais clair, qui est toujours un peu ambigu, par définition. Je pense que quand même le travail du traducteur est très important et que nous l'avons reconnu dans toutes ces dimensions à travers la pluralité des textes. Si je peux donner très rapidement 2 exemples qui ne concernent pas nos choix, mais de traductions qui ont réussi. C'est par exemple la traduction du Genji Monogatari par Arthur Waley, qui est critiqué par tous les spécialistes, mais qui maintenant a fait l'objet en japonais de 2 traductions en japonais moderne, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les Japonais ont retraduit en japonais la traduction anglaise du Genji Monogatari d'Arthur Waley. La première, de façon un peu parodique pour montrer à quel point les étrangers ne comprenaient pas, mais l'autre était beaucoup plus sympathique, disons. L'autre grand exemple, alors là, je remonte très loin, mais comme vous le savez, le Sutra du Lotus a une certaine importance en Extrême-Orient. J'avais rencontré une fois un Japonais qui traduisait le Sutra du Lotus en hindi, donc la langue moderne de l'Inde, enfin de l'Inde du Nord. Enfin, et comme vous le savez, le Sutra du Lotus est donc disséminé en Extrême-Orient en chinois classique, mais nous avons la chance, c'est l'un des rares textes bouddhiques dont nous avons le texte sanskrit original. Et avec ce traducteur japonais, je lui donc demande donc vous le traduisez du sanskrit? Et il me regarde l'air tout à fait étonné, mais non, je le traduis du chinois classique, parce que pour lui, le Sutra du Lotus était plus vrai en chinois classique qu'en sanskrit. Et ça, c'est une traduction qui a réussi, n'est-ce pas? Donc on peut donner ces 2 exemples de créativité du traducteur qui peut mener très loin. Et je suis un peu honteuse après le Sutra du Lotus, d'apporter des exemples aussi triviaux, mais d'un autre côté, c'est vrai, si on fait le constat qu'une partie non négligeable de la littérature japonaise publiée actuellement en France est une littérature de qualité, on va dire, moyenne, pour être gentil, c'est peut-être d'autant plus nécessaire qu'il y ait de bonnes traductions de ces œuvres médiocres. Non seulement parce que avoir des traductions médiocres qui se diffusent est une source de chagrin, mais aussi parce que précisément il ne faut pas baisser le niveau d'exigence. C'est peut-être ça que l'on pourrait dire, pour rebondir sur ce que disait Philippe. C'est-à-dire qu'on a des principes, il ne faut pas baisser le niveau d'exigence d'une certaine façon, quels que soient les textes. Et dans ce sens-là, pousser les traducteurs qui répondent à la demande éditoriale, à la demande commerciale, à la demande certainement aussi d'une partie du public de connaissance de ces textes-là. Si on peut inciter par le prix, par exemple, à encourager les bonnes traductions et les bonnes mœurs éditoriales aussi, parce qu'on sait très bien que dans ce genre de cas, souvent les éditeurs poussent à traduire à tour de bras et très très vite. Et comment sortir une bonne traduction si on vous oblige à sortir une traduction en 2 mois, ce qui est arrivé à quelqu'un que je connais quand même. Bon, enfin, je veux dire, ce sont des choses absolument inadmissibles. Peut-être qu'avec le prix, on peut essayer de faire une sorte de pression amicale ou moins amicale pour que les traductions, quel que soit le texte de départ, se fassent dans des conditions acceptables du point de vue du temps, comme du point de vue financier aussi, parce que c'est pas du tout une question négligeable non plus. C'est pas parce que l'œuvre de départ n'est pas forcément de la très très grande littérature, parce que ce n'est pas parce que ça n'est pas le Genji, c'est pas So, c'est qui, etc., qu'on doit payer les traducteurs au lance-pierre non plus. Et je pense que ça, c'est un critère qui doit être aussi maintenu, répété, et peut-être qui pourrait être peut-être répété à chaque remise du prix Konishi, à chaque événement associé, parce que ça me paraît être aussi un élément très, très important. Il y a quelqu'un qui... Merci pour ces éléments très utiles. Moi, j'aurais voulu revenir à un autre aspect. Vous avez des pratiques du japonais et de la traduction qui sont peut-être très, très différentes. Est-ce que vous arriveriez à définir ce qui vous mène à un consensus sur une traduction, à un avis
partagée qui mènerait à attribuer un prix. Je n'ai pas entendu. Qu'en est-il finalement? C'est vrai, d'abord, premier point, c'est vrai que nous avons été finalement toujours d'accord. Alors qu'en effet, nos pratiques de traduction, nos rapports à la langue japonaise, etc., sont très différents. Donc qu'est-ce qui fait que finalement, on est arrivé assez facilement à chaque fois à des consensus? C'est la question piège, parce que c'est vrai que c'est une constatation... Je vais répondre de façon très subjective. Par exemple, je prends souvent cet exemple pour des textes de poésie. J'ai traduit pas mal de poésie contemporaine. Vous donnez un poème contemporain à traduire à 5 traducteurs, vous aurez 5 traductions différentes. Il s'agit de poésie libre. C'est-à-dire, je pense que le haïku, on dit que le haïku est intraduisible. Bon, de toute façon, ce genre de propos, ça me fait toujours rire parce que c'est pas parce que c'est intraduisible qu'on ne doit pas essayer de le traduire. Bon. Mais et rien n'est intraduisible à mon avis, mais ça c'est un autre problème. Ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce que ça peut être le critère? Vous avez 5 traductions différentes qui sont belles du même poème, écrit en poésie libre, dans lequel, puisque c'est de la poésie libre, on ne va pas compter 5, 7, 5, 7, 7 sur ses doigts, ou avec le rythme du métronome, c'est un rythme intérieur qui est beaucoup plus subtil, que le traducteur, quand il traduit, entend ou n'entend pas, il est préférable qu'il l'entende. Et donc, quel va être le critère pour juger de la meilleure de ces 5 traductions? Moi, je serais tentée de revenir à un propos de Walter Benjamin dans La tâche du traducteur. Il dit quelque chose qui peut paraître une vision totalement platonicienne de la traduction. Il dit qu'un texte original attend d'être traduit dans toutes les langues et que quand il y aura toutes ces strates accumulées au-dessus du texte original, on aura le texte idéal, qui est une création à partir de toutes ces traductions. Et donc, voilà, ça c'est ma réponse. En tout cas, et en ce qui concerne pour moi aussi bien la prose que la poésie, le critère, c'est le ton. Est-ce que le traducteur a entendu le ton de l'auteur? Vous avez d'excellentes traductions en matière de respect, de fidélité à la lettre, de fidélité au contenu. Il y a quelque chose qui ne résonne pas parce que le traducteur n'a absolument rien entendu du ton. Bon, là aussi, mon propos est très subjectif, mais en tout cas, pour moi, ça, c'est le critère. C'est ça qui fait la différence. Est-ce que le ton y est ou pas? Mais pour répondre à partir de là, peut-être à votre question, moi, le sentiment que j'ai, c'est que le consensus... était sur quelque chose qui est certes très difficile à définir, mais finalement les bonnes traductions que nous avons récompensées, avec des critères certainement à la lettre différents pour chacun d'entre nous, étaient des bonnes traductions. C'est-à-dire que probablement pour Dominique c'était souvent le ton, pour moi souvent c'était... Bon, je ne parle pas de la question de la fidélité qui va de soi, ça c'est... Mais par exemple, pour moi, la lisibilité est une chose extrêmement importante. Pour d'autres, ça peut être... Mais finalement, les très bonnes traductions concentrent, je pense, ces différents critères, enfin, font converger plutôt ces différents critères. Donc, je pense que si vous nous interrogiez individuellement sur chacune des œuvres primées pour les 3 dernières éditions ou d'autres, nous en dirions tous des choses différentes, mais avec un accord sur leur qualité, quel que soit ce que l'on met sous le mot. Alors je me rends bien compte que ma réponse est tout aussi normande que celle qui a pu vous être donnée tout à l'heure par Philippe sur une question un peu similaire, mais je ne sais pas, c'est le sentiment que j'ai finalement. Moi je dirais que c'est la discussion en fait qui crée le consensus. Quand une discussion, un échange d'arguments bien pesé, bien construit, et c'était le cas en général, en tout cas ça me semblait être le cas, la conversation pouvait partir d'ailleurs avec des positions assez différentes, finissait par nous amener tout doucement vers quelque chose qui
était plus ou moins accepté, plus ou moins d'ailleurs, mais accepté par tous, puisqu'on savait que c'était une sorte de conclave, on ne pouvait pas sortir avant d'avoir décidé. Et il faut dire aussi que c'est la traduction qui est finalement la moins critiquée. Voilà, c'est un compromis, donc il n'y a pas non plus une sorte de vérité qui jaillit de la discussion, mais une sorte de gentleman agreement. Je suis désolé pour le terme genré, mais finit par émerger. Jusqu'à quel point on maintient ses critiques. C'est la discussion qu'il apporte. C'est vrai, il faut dire, aucun d'entre nous n'avait de droit de veto. Donc, même pas la présidente. Même pas la présidente. Donc nous n'avons jamais, je crois, eu de conflit vraiment autour de nos événements, ni de nos critères, ni de nos jugements, je crois, vraiment. D'autres questions? Bien, je ne sais pas si, à cause du temps, je crois que nous devons libérer la salle, donc nous allons peut-être rester là pour cette discussion absolument infinie de toute façon. Et je voudrais juste, pour terminer, vous dire bien sûr que ces questions vont continuer à être débattues et être au cœur des discussions du jury qui prend le relais, puisque nous allons passer le relais donc à une nouvelle équipe composée donc de la romancière Olivia Rosenthal qui va prendre la succession, si je puis dire, de Philippe, et également donc de Corinne Atlan et d'Emmanuel Lozeran qui sont là aujourd'hui. Et le jury sera présidé par Cécile Sakai. Donc 3 lauréats d'ailleurs du prix Konishi. Donc il y a une sorte d'endogamie du prix, il faut bien le dire. Et je crois en tout cas que sa tâche sera certainement aussi complexe que passionnante à un moment où la traduction de la littérature japonaise en France et la littérature d'une façon générale, pas seulement japonaise, pas seulement en traduction, la littérature d'une façon générale va être mise à l'épreuve et devoir peut-être se redéfinir dans les années, les décennies à venir. Donc, affaire à suivre, et j'espère que nous pourrons nous retrouver peut-être dans 10 ans pour fêter la 37e édition du prix Konishi. Je vous remercie.